Je suis ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Pierre Laurent. Je vais vous montrer deux journaux. Alors évidemment, ils ne sont pas franchement à gauche, Pierre Laurent. Le Figaro Magazine, Le Naufrage, le voici, puisque nous sommes sur Radio Classique et sur LCI. Le Parisien Magazine et Le Courage, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez l'impression que nous sommes à un tournant du quinquennat et que nous sommes dans une sorte de Titanic appelée la France ? En tout cas, nous sommes... J'y vais un peu franco dès le matin, mais bon. En tout cas, on est dans une crise politique extrêmement inquiétante. On a l'impression qu'il n'y a pas de cap politique, ou plus exactement qu'il y a un cap politique qui va dans le mur et un pouvoir qui refuse d'en changer. Donc on est dans une situation inquiétante et pourtant le pays, moi je trouve, n'arrête pas de lancer les salariés en Bretagne, dans beaucoup d'autres endroits. À sa manière, le pays frappe à la porte et dit il faut changer. Il y a un problème de constat, il y a un problème de stratégie vous concernant. Le constat, tout ça, c'est de la faute de qui ? Parce que vous dites la politique, mais la politique, c'est aussi une incarnation. C'est François Hollande qui est responsable de la situation décrite par les magazines. Mais François Hollande lui-même avait identifié dans ses discours de la présidentielle un certain nombre de problèmes auxquels il fallait s'attaquer. Il avait dit qu'il y avait un problème avec le poids exorbitant de la finance et des stratégies financières dans la conduite du pays et des entreprises. Il avait dit qu'il fallait renégocier. Dans ces dernières heures qui était à 1,40 en plus par rapport au dollar, ce qui rend compliqué les exportations. Il avait dit qu'il fallait renégocier le pacte budgétaire européen. En tout cas, essayer de réorienter les politiques européennes. Comme il a renoncé dès le début à s'attaquer à ces grands sujets, eh bien, il est dans le mur sur la question de l'emploi et sur d'autres questions. Donc il faut reprendre. Donc c'est lui le responsable, soyons clairs. Oui, il a pas eu le courage politique de s'attaquer à ces questions et donc il porte une responsabilité dans la situation actuelle. Autre question solennelle vous concernant ce matin, parce qu'il y a des alliances avec les socialistes pour les municipales qui sont en train de se dessiner. Mais est-ce que vous êtes ce matin face à moi et surtout ceux qui nous regardent et nous écoutent, est-ce que vous êtes clairement dans l'opposition ou est-ce que vous êtes une sorte d'allié inquiet ? Non, mais nous sommes dans l'opposition à cette politique. Non, nous sommes dans l'opposition à cette politique. On l'a déjà dit. Malheureusement, d'ailleurs, parce que nous allons voter contre le budget tel qu'il est proposé, parce qu'il ne nous paraît pas de nature à sortir le pays de la crise. Mais en même temps, la politique de gauche que le gouvernement ne mène pas et la politique sociale qu'il ne mène pas au plan national, là où on arrive à obtenir des accords qui permettraient de mener une politique de gauche dans les communes, on le fait. Parce que nous, on n'est pas des l'alliance à Paris, par exemple, avec Anne Hidalgo. À Paris, avec Anne Hidalgo. Mais il y a d'autres villes où on est dans une autre situation. À Marseille, on est dans une situation différente. Donc vous allez faire du cas par cas. Au Havre. Mais c'est pas du cas par cas. Nous avons une ambition. Est-ce qu'on peut garder des majorités de gauche dans les communes, mais se battre pour que ces majorités de gauche ne fassent pas ce que propose le gouvernement, c'est-à-dire de l'austérité à trous crins, mais fassent de l'investissement public. Là où on sent qu'on peut l'obtenir, on est partant. Et vous savez que la France est le recordman d'Europe justement de la dépense publique. Donc faire de l'investissement public dans un pays qui est justement endetté jusqu'au cou. Mais comment vous voulez faire ? Comment on va faire comment on va faire de la relance industrielle sans investissement public dans un pays comme le nôtre? Comment on va faire de la transition énergétique et écologique sans investissement public? Comment on va remettre sur pied la SNCF, ou en tout cas la rendre plus sûre, puisque tout le monde le reconnaît aujourd'hui, il y a un énorme retard d'investissement public. L'emploi, c'est les entreprises d'abord et avant tout, qui elles réclament justement. Mais l'investissement public, c'est un facteur de compétitivité, mais de bonne compétitivité pour le coup, parce que quand on a des bonnes infrastructures publiques, quand on a un environnement, quand on a des salariés bien formés, parce qu'on dépense de l'argent dans l'éducation et dans la formation, eh bien tout ça aide notre industrie à se développer. Alors je reviens à cette question un peu solennelle, parce que je trouve que vous n'avez pas répondu sur au fond, la stratégie du PC. Non, mais bien sûr. Mais on peut faire un peu d'histoire. Souvenez-vous, Fitterman ou Marie-Georges Buffet avec Jospin, les communistes ont participé à l'aventure de la gauche. Là, c'est une aventure de la gauche qui a lieu. Et les communistes sont à l'extérieur de cette aventure. Est-ce que vous allez rester à l'extérieur jusqu'au bout ou est-ce que vous souhaitez, vous, entrer à un moment au gouvernement pour retrouver, au fond, l'histoire de la gauche classique ? Mais nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. Pourquoi nous ne sommes pas rentrés au gouvernement ? Parce que les ambiguïtés, et plus que les ambiguïtés avec ce qu'on voit aujourd'hui, étaient là dès le départ. Et quand on a demandé de discuter de ça, on nous a dit non, c'est pas possible, on s'en tiendra au cap fixé par François Hollande. Or, on voyait dès le début que ce cap n'était pas le bon. Donc, comme la porte a été refermée dès le départ, eh bien, nous avons dit nous allons agir utilement autrement. Maintenant,
effectivement, je crois qu'il faut construire... Parce que Marie-Georges Buffet, par exemple, quand elle a participé à l'expérience Jospin, on était dans la gestion, c'est Jospin qui disait la gestion morale du capitalisme, mais on n'était pas dans une autre forme de société. Elle a participé au gouvernement, et elle a été une excellente ministre. Mais précisément, on a tiré des leçons de cette... Oui, mais ça s'est terminé aussi. Elle a été une excellente ministre, mais dans un gouvernement qui n'a même pas été capable de conduire Jospin au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2002. Stratégie ou les erreurs personnelles. C'est pas des erreurs personnelles. Là aussi, il y avait des alertes sur la politique qui ne prenait pas en compte suffisamment les grandes questions sociales. On se rappelle de la déclaration de Jospin, l'État ne peut pas tout, à un moment où il y avait des licenciements de manière importante. Eh bien, nous, on a tiré des leçons de ça. Donc, on est prêt à prendre... plus jamais vous ne participez. Non, on est prêt à prendre nos responsabilités. Vous dites, oui, mais nous, on voudrait effectivement participer. On aimerait trouver un terrain d'accord, mais en même temps, on fait rien. Et au municipal, on va faire... Mais comment ça, on fait rien? Tous les jours, on dépose des propositions au Parlement pour améliorer les projets de loi législatifs. Et ce que je vois, c'est que le gouvernement, au lieu d'entendre ça, y compris dans sa propre majorité, il passe son temps à remettre de l'ordre dans le groupe socialiste et de leur dire, par exemple, sur le budget, arrêtez de déposer des amendements. Alors qu'à l'intérieur même du groupe socialiste, il y a des gens qui disent ça ne va pas, on ne peut pas faire. Donc si je vous écoute, par exemple, vous êtes ce matin totalement d'accord avec le Figaro Magazine, qui est pourtant pas votre tasse de thé. Non, je suis rarement d'accord avec le Figaro Magazine, et même quasiment jamais. Jamais. Mais vous me faites une description apocalyptique de la politique du gouvernement, vous me dites oui, mais je suis pas d'accord avec... Mais je suis pas vous n'êtes pas clair, monsieur Laurent. Mais je ne suis pas le seul à le faire. Regardez ce que pensent les électeurs dans toutes les enquêtes d'opinion. Il suffit d'aller sur les marchés et de discuter avec eux, ce que je fais tous les week-ends. Eh bien, les électeurs de gauche, ceux qui ont voulu François Hollande pour chasser Nicolas Sarkozy, eh bien, disent tous qu'ils sont mécontents du cap actuel. Le problème, c'est que nous avons des gens qui ont un mandat politique et qui ne tiennent pas compte de ce que leur disent les électeurs qui leur ont confié ce mandat. Mais est-ce que vous considérez que c'est un vrai problème politique ou c'est un problème de capacité personnelle? Non, c'est un problème politique. Et quel est le pays où on marque... Prenons un exemple simple. Trouvez-moi, ce matin, nous sommes en direct à la télévision et à la radio, un pays où justement ce que vous souhaitez est si je puis dire, mis en scène par un gouvernement. Est-ce qu'il y a un gouvernement en Europe qui fait ce que vous voulez? Non, parce qu'actuellement, en Europe, on a construit... Oui, mais justement, le problème, c'est que dans toute l'Europe, ces politiques sont en train d'échouer. Parce qu'en Europe, on a construit au niveau de l'Union européenne un espèce de consensus autour de ces politiques d'austérité qui sont complètement folles. Et dans tous les pays européens, on a des crises politiques du même type que celles que nous connaissons en France. Donc on voit bien qu'il va falloir qu'il y ait un ressaisissement démocratique. Mais d'accord, mais Madame Merkel en Allemagne, Monsieur l'État en Italie, James Cameron, enfin, ce ne sont quand même pas des gens bornés qui sont nés le matin en se disant on va simplement appliquer la politique de la BCE. S'ils prennent ces décisions-là et qu'ils sont chefs d'État ou de gouvernement, c'est parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas d'autre politique possible pour l'instant. Oui, mais ils ont tort. Donc, tout le monde a tort. Ils ont tort de considérer qu'il n'y a pas d'autre politique parce que dans les peuples européens, on semble penser le contraire. Le problème qu'il y a effectivement, c'est que pour le moment, ça s'exprime de manière très dispersée, aussi d'ailleurs par des phénomènes d'abstention massifs qu'on ne connaît pas seulement en France, mais dans d'autres pays européens. Et les élections européennes de mai prochain seront l'occasion, je l'espère, pour les forces de gauche européennes que je représente, de porter notre voix plus haut en Europe. Mais ça progresse en Espagne, en Grèce, avec Syriza, avec Die Linke en Allemagne. Il y a des forces qui progressent dans plusieurs pays européens. Ce sera quand même compliqué de faire gérer le capitalisme par des gens qui ont une philosophie, vous parlez de Die Linke, qui est quand même proche de l'extrême gauche. Non, Die Linke, ce sont des gens qui viennent, ce sont des gens qui sont capables de gérer, qui gèrent d'ailleurs beaucoup de choses dans l'Est de l'Allemagne, des gens qui sont venus du Parti social-démocrate allemand, mais qui ont considéré... Pas tous, mais qui ont considéré pour certains que le virage Schröder était mauvais et qui ont en ce moment-là décidé de construire une autre force à gauche. Qui est un exemple partout en Europe. Donc en Grèce... mes amis de Syriza sont des gens parfaitement raisonnables et qui ne cessent d'expliquer ce que tous les chiffres montrent, que nous allons dans l'impasse avec les mémorandums d'austérité. On a doublé la dette publique en Grèce depuis qu'on fait des mémorandums d'austérité. J'ai plusieurs petites questions précises sur ma petite feuille blanche. Alors là, celle-là, elle va me valoir l'amitié de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'il fait exactement, Jean-Luc Mélenchon, actuellement? Écoutez, on a un débat sur...
qui se concentre sur la question des élections municipales. Moi, je cherche à ce que nous ne dramatisions pas ce débat dans le front de gauche et qu'on continue à construire des choses ensemble. Parce qu'on aura besoin de le comprendre. Votre histoire d'amour avec Mélenchon, c'est terminé. Mais c'est pas une question d'histoire d'amour. Ou d'histoire d'alliance. D'alliance. C'est une question politique et ce débat politique, nous allons le dépasser et nous allons continuer à construire des choses avec le front de gauche. Parce que comme on va avoir besoin de plus en plus, à cause de la crise politique dont on parlait, qu'à gauche se construise. Mais il vous reproche tous les matins de passer des alliances aux municipales avec différentes mairies. Il dit toute personne du front de gauche qui s'alliera, par exemple, ou qui participera à une liste avec quelqu'un, dehors. Oui, mais ça n'est pas sérieux, justement, de poser les problèmes comme ça. Donc il n'est pas sérieux. Donc il y a un certain nombre de villes, pas toutes les villes de France. Il y a quelques grandes villes de France où nous ne sommes pas d'accord sur la manière de conduire la bataille municipale. Mais c'est pas le divorce ce matin. Non. Des questions importantes, le chômage. Est-ce que vous croyez une seule seconde à la politique qui est menée ? Non, je ne crois pas à cette politique parce que à l'origine des politiques de chômage actuelles, il y a une obsession de considérer que la seule question qui se pose est celle du coût du travail. Et donc, il faut comprimer le coût du travail, réduire le coût du travail, et que c'est comme ça qu'on va redresser la compétitivité des entreprises françaises. Or, en vérité, plus les emplois aidés, plus les emplois jeunes, parce que non, là, Hollande dit c'est une stabilisation de l'augmentation. Oui, mais les emplois aidés ne sont pas dans le secteur industriel et dans le secteur privé. Les emplois aidés. Ça bouche, ça permet à quelques jeunes de ne pas être sans activité, mais on sait bien que ce n'est pas une solution au problème du chômage. Donc de ce point de vue-là, vous êtes d'accord avec Gattaz ? Oui, ce n'est pas une solution au problème du chômage durable, ça c'est clair. Dernière question, Bernard Tapie, c'est Libé qui le dit, aurait bénéficié d'une ristourne de 54 à 83 millions d'euros sur l'arbitrage qui a été décidé, qui lui a été évidemment bénéficiaire. Alors, personne ne peut dire ce matin si Libération a totalement raison. Libération prétend avoir des documents. Est-ce que vous croyez à cette thèse et vous en pensez quoi ? Bon, moi, j'ai pas des informations précises sur ça, mais j'ai envie de dire, il y a un peu de nausée par rapport à tout ça, parce que on a des millions de gens dans le pays qui n'arrivent plus du tout à s'en sortir, qui sont dans des situations extrêmement limites, qui sont en rupture, et on voit valser des chiffres qui sont quand même un peu indécents concernant Bernard Tapie, mais c'est la même chose pour moi avec la grève des patrons du foot professionnel, alors qu'on parle de taxer à la marge des revenus supérieurs à 1 million d'euros et on les voit verser des larmes de crocodile invraisemblables. Bon, il y a quelque chose d'indécent dans tout ça quand on connaît la situation du pays et la situation de millions de familles. Merci Pierre Laurent d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Passez la meilleure journée possible. Merci. Et on retrouve avec plaisir Magali et Christophe et Sophie sur l'antenne de Radio Classique.